Bienvenue dans Oser Vrai, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Je suis Vesselina Malum, auteure du livre Oser Vrai, zèbre depuis toujours, entrepreneuse depuis 2006 et coach d'action pour les entrepreneuses sensibles. Je t'accompagne pour apprivoiser ton fonctionnement, sortir du mental, te reconnecter à tes émotions et passer à l'action dans la joie, pour vibrer, pour kiffer, pour te réaliser sans te cramer. Retrouve-moi sur ma chaîne YouTube, je t'offre mes astuces, ou encore sur les réseaux sociaux et sur mon canal Telegram, où je te partage mes expériences. Fais découvrir ce podcast à tes amis si tu penses qu'il leur serait utile. Et pendant que tu nous écoutes, fais quelque chose de bien pour toi. Osez vrai, dès maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Osez vrai. Je suis hyper heureuse de vous inviter dans cet épisode parce qu'il y a du soleil à l'extérieur et parce que j'ai un soleil à l'intérieur. Vous ne voyez pas, mais moi je vois Catherine. Je pense que Catherine, elle va parler d'elle. Moi, j'ai juste envie de dire que c'est une personne, vous allez voir, c'est une personne solaire, hein. C'est une personne euh, spontanée, généreuse. Enfin, j'ai plein d'adjectifs. J'ai rencontré Catherine. En fait, c'est marrant parce qu'on se suivait pendant une période sur les réseaux. Et puis, j'ai la chance d'habiter la même ville que Catherine à Orléans, ou tout près en tout cas. Et on s'est rencontrés la première fois quand j'avais animé le dîner des optimistes. J'avais animé un dîner avec du yoga du rire. Et c'est là où j'ai eu vraiment la chance de rencontrer Catherine. Et finalement, on ne s'est plus beaucoup quitté après. On s'est vu et revu et revu et revu et échangé. Et aujourd'hui, voilà, j'ai cette joie de l'inviter parce qu'elle a plein de choses à partager. N'est-ce pas, Catherine? Écoute, moi, c'est toujours un réel plaisir d'échanger parce que c'est toujours très, 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 très riche et très souriant. Et ça, moi, j'adore. C'est ça, on voit pas les sourires, mais je vais faire une impression d'écran avec nos sourires pour peut-être les mettre quelque part dans une story ou autre. Voilà. Catherine, ce que je te propose, c'est que tu te présentes. Alors, en quelques mots, ça c'est le Je vais challenge. essayer d'être synthétique, promis. Mais écoute, je m'appelle Catherine Godard et j'ai inventé le métier de sourirologue. Alors ça fait sourire tout le monde, mais personne ne sait trop ce que c'est. Sourirologue, en fait, je fais de la préparation mentale et du coaching de transition. Et qu'est-ce que je fais pendant mes coachings? Je libère les sourires. Oui, madame. Je libère chez mes clients un leadership positif et contagieux. En fait, quand ils viennent me voir, en général, ils font de la charge mentale ou de la charge émotionnelle, ce qui les freine dans leurs activités. Et, euh, et en fait, on va ensemble à la rencontre d'eux-mêmes. Et puis, on vire un petit peu le brouillard qui vient leur prendre la tête pour qu'ils se reconnectent à, à leur sourire, à ce qui leur fait envie, à ce qui les fait triper dans la vie. On parle de kiff, on parle de plein de choses. Et en général, on rigole bien parce que mon cabinet, c'est comme un cabinet des curiosités. Et il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de BD, beaucoup de choses qui font qu'on peut évoluer en s'amusant et que c'est pas souffrant, en fait, de se faire accompagner quand tu viens chez moi. Et en plus, tu as vu, je propose une petite sieste en or à la fin, histoire qu'on reparte en pleine forme.
Carrément, carrément. On aura l'occasion d'en parler de ta petite sieste en or parce que on est là pour partager des choses de la sensibilité et de zébritude. Donc forcément, moi je sais que tu as une méthode magique parmi de tant d'autres qui voilà qui scientifique en plus et tout. Donc clairement, c'est des questions que j'avais prévu à te poser. Mais tout d'abord, ce que j'ai Super. envie de savoir, c'est enfin on a envie de savoir. Ouais. Comment tu t'es découvert zèbre? Comment tu sais que tu es zèbre? Parce que je sais que tu l'es. Est-ce que tu as envie d'en parler? Mais Quels oui. sont les éléments qui éventuellement te font penser que tu l'es ou quels sont les éléments qui t'ont fait penser que et qui ont comment tu as commencé le chemin? Comment tu as cheminé en fait dans toute cette découverte? Alors en fait, je dis pas que je suis zèbre, mais c'est la même chose, hein, on est d'accord. J'utilise un autre terme, moi. Je suis dyslexique, donc j'ai un cerveau neuroatypique. Pour moi, un zèbre, c'est quelqu'un qui a un cerveau neuroatypique, qui fonctionne différemment. Je suis dyslexique, alors j'ai 52 ans et on a découvert ma dyslexie quand je suis arrivée au CP. J'ai une mère institutrice et je suis l'aînée de la fratrie. Donc pour elle, c'était très compliqué d'avoir un enfant qui peine dans les apprentissages. Euh, Elle a essayé de m'aider le maximum en me prenant au CE1 et au CE2. Ça a été un vrai calvaire pour elle et pour moi, parce que moi, je voulais tellement lui faire plaisir, j'avais tellement pas les moyens. Et elle, elle avait tellement pas les moyens de m'accompagner dans une classe de 25 élèves, que ça a été souffrant. Et au CM, j'ai dû commencer l'orthophonie. Donc, j'ai 50 ans, tu vois, faire de l'orthophonie il y a 50 ans, c'était quand même assez innovant. Donc, merci maman et merci l'orthophoniste. À l'époque, on ne parlait que de dyslexie, on ne parlait pas de dysphasie, dyspraxie, truc, mais je pense que j'ai plus d'indices. Le fait d'être 10 euh, et d'avoir ce fonctionnement différent s'accompagne probablement. J'ai pas fait des tests hein, euh, parce que déjà rien que de savoir que je suis 10, je sais déjà que je suis dans ce fonctionnement atypique. Euh, En revanche, tout le long de ma vie, j'ai fait beaucoup de dépression. Alors, j'ai vu des médecins, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des psys, j'ai pris des antidépresseurs, tout ça, tout ça, tout ça. Une grande mélancolie tout le temps et beaucoup de fatigue. Et figure-toi que c'est en découvrant le coaching, donc mon métier d'aujourd'hui, que j'ai découvert l'intelligence émotionnelle et l'hypersensibilité. Et Wow. c'est là que j'ai compris qu'en fait, mon hypersensibilité, c'est-à-dire ma connexion à tous les stimuli et l'intensité de ce que je reçois dans la vie comme information, fait que forcément, pour le traiter, c'est fatigant. Hmm. Et aujourd'hui, je comprends mieux ma fatigue et je comprends mieux ces temps. Tu sais, des fois, je partais en vacances avec mon mari, toutes les raisons d'aller bien, et je pleurais pendant des jours et je ne comprenais pas. Et mon mari me dit, mais pourquoi tu pleures? Et je m'en voulais parce que je j'avais aucune raison de pleurer. Et pour autant, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et figure-toi qu'il y a 3 semaines, je viens de comprendre pourquoi. C'est quand même dingue. Tous les jours, j'apprends de moi. En fait, j'ai fait le rapport avec, tu sais, les petits-enfants qui ont trop d'intensité dans leur journée et qui, en fin de journée, vont avoir des pleurs Au de plein, décharge. complètement. Et bien, pendant les vacances, il y avait moins de charges et je déchargeais. Donc, il n'y avait pas de raison intellectuelle au fait que je pleure. C'était des raisons physiologiques et biologiques qui faisaient que c'était le moment de se ressourcer. Bon, c'est un petit peu dommage, hein. Maintenant que je le sais, déjà, je peux dire aux gens quand je pleure, parce que je continue à pleurer, mais sachant pourquoi je pleure, c'est plus facile de l'exprimer. Je suis en train de décharger, j'ai eu trop d'intensité dans ma journée, trop d'intensité émotionnelle. Et là, les gens, ils me regardent un peu bizarre, mais du coup, ils n'ont pas envie de me consoler ou d'essayer de trouver une solution. Je sais que la solution qui est la mienne est d'aller me coucher et Génial. d'accepter que, comme un bébé, j'ai besoin d'être câliné, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de manger, et c'est tout, ces trucs. Donc, en fait, tous les jours, j'apprends de moi, et c'est cette singularité
qui m'a amené à développer cette activité de sourirologue parce qu'en fait, dans la vie, moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir un cadre confort. Et pour moi, un cadre confort, c'est un cadre dans lequel il y a du sourire. Ce que je n'avais pas dans mon travail. Donc, je faisais le pitre tout le temps pour amener du confort dans mon entourage. Aujourd'hui, en fait, j'amène les gens à être dans le confort pour pouvoir créer, pour pouvoir s'épanouir. Voilà. Bon, c'était un petit peu long, hein. J'avais dit que j'étais courte, mais non, j'avais trop envie de te raconter des trucs. Mais j'adore parce que tu vois, je me dis, quel partage extraordinaire. euh, pour des personnes là qui comprennent pas encore pourquoi elles pleurent peut-être à la fin de journée. Enfin, c'est extraordinaire comme cheminement de découverte de soi et puis de compréhension parce que c'est vachement déculpabilisant en fait ce que tu dis. C'est que pour toi, tu l'as senti comme ça, pour les autres aussi. Parce que combien de personnes n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Et moi, je sais, tu sais, quand j'anime les yoga du rire, il m'est arrivé d'avoir des personnes qui, au lieu de rire, pleurent. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, leurs émotions, elles ne ressortent pas avec le bon signe. Bon, normalement, ça devait être plus, mais en fait, la polarité est changée et ils l'ont sorti avec les signes moins. Tout simplement, l'émotion est sortie comme ça. Et je leur explique qu'en fait, c'est OK, ça arrive et c'est normal aussi. C'est une autre. Mm. Et ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça veut dire que là, à ce moment-là, ça a sorti de cette manière. C'est tout, c'est une émotion. En fait, on a une émotion et ça sort par un rire ou par des pleurs, mais ça peut être la joie ou la tristesse. Les deux peuvent sortir de deux manières, en fait, quelque part. On peut pleurer parce qu'on est content dans la joie et on peut rire Je parce pleure qu'on tout est le triste. temps, moi. Non, mais voilà, tu vois, donc c'est quelque chose qui est OK. Et là, ce que tu as expliqué, c'est drôlement déculpabilisant parce qu'on se dit, oui, OK, en fait, le tout, c'est de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça. Et ces stimuli multiples, je ne doute pas que toutes nos auditrices et tous nos auditeurs de ce podcast ont plus ou moins les fonctionnements qui... Voilà. Donc, c'est super intéressant. J'adore. J'adore. Super. Écoute, J'adore. super. Quels sont tes challenges aujourd'hui qui grattent? Ah, ok, il y a encore plein de trucs qui grattent aujourd'hui. Alors, je vais raconter un petit peu plein de trucs de ma vie, hein, Mais parce que écoute, ma sens-toi vie est un libre. laboratoire. Ma vie est un laboratoire où je rebondis beaucoup. Chaque rebond, c'est suite à un défi. Euh, le dernier défi que la vie m'a amené, c'est un double cancer du sein, euh, lors duquel j'ai fait de la chimio, des choses comme ça. Donc, j'étais déjà avec cette dyslexie et ce fonctionnement. J'ai aussi un trouble de l'attention avec hyperactivité. Moi, je préfère appeler ça un cerveau popcorn. J'adore. C'est du coup, j'ai des idées tout le temps. Alors, comme je suis très stimulée par mon environnement, bing, 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 les idées, ça part dans tous les sens. Donc, au niveau de la concentration et de l'apprentissage, c'est compliqué. Et comme c'est beaucoup d'informations à gérer, c'est beaucoup de fatigue. Donc, la fatigabilité était déjà dans ma vie, mais je ne l'avais pas encore bien identifiée. Donc, je pleurais sans comprendre, etc. Suite à tous mes traitements de cancer du sein, en fait, la chimio a une action aussi sur la cognition et ça ralentit un petit peu. Et les traitements hormonaux d'après-cancer ralentissent un petit peu. Donc, la fatigabilité est revenue plus dans ma vie. Et aujourd'hui, mon challenge, c'est de reprendre mon activité entrepreneuriale en respectant mon rythme. Donc, c'est se respecter pour faire quelque chose qu'on aime, apprendre à se dire, ben, peut-être que j'ai besoin de faire moins, mais de le faire bien. Et c'est ça, en fait, mon challenge, de- d'accepter que le rythme est différent et d'accepter qu'il faut des grandes plages de régénération pour être dans un mouvement régulier. Hmm. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme challenge? Ça, c'est un gros challenge, en fait, la fatigabilité.
J'aime beaucoup Euh, ce et j'avais partage. pensé à autre Ah, chose, mais pardon. c'est parti dans ma tête. Ah, bah, ça va Vas-y. revenir parce qu'il y aura de toute façon. Probablement. C'est certainement que ça va revenir et puis il y aura d'autres questions et tu pourras partager. En fait, là, ce que tu me dis, c'est pareil. Enfin, moi, tu vois, j'ai mon cerveau popcorn, c'est marrant. Popcorn? Bah oui. Alors, mon cerveau popcorn, lui, il répond. Parce que lui, il est en train d'écouter, il est en train et là, il y a des idées qui partent. Et ce que je me dis, c'est quand même drôle qu'on a besoin d'une période compliquée euh, pour nous mettre sur le chemin de respect de notre fonctionnement, que jusqu'à un certain moment, on y va dans le mur quelque part, et on a besoin de toucher ce mur. Pour la plupart, parce que alors, toi, tu as vécu ça, mais tu as vécu, je sais, burn-out aussi avant, on en parlera peut-être ou pas. J'ai des clientes qui ont toutes vécu des burn-out, voire deux, voire trois parfois. Comment, J'en ai fait 5. voilà, bon, tu vois, et écoute, Rebond, rebond, rebond. Je tiens, rebondis, je on rebondis. va en parler juste après. C'est un sujet, je pense, qui est vachement intéressant. Comment ça se fait qu'on a besoin, en fait, de ça pour pouvoir enfin se dire, je vais faire moi, je vais ralentir, je vais se faire confiance, je vais poser les choses au lieu de courir tout le temps vers l'avant, quoi. Alors moi, j'ai envie de te dire, j'ai une réponse, je suis super fière de moi. Bravo. J'ai 52 ans, ça s'appelle la maturité. Non, je t'explique. Enfin, ça, c'est mon point de vue, hein, c'est mon analyse des parcours de vie que je rencontre. En fait, moi, je suis fascinée par les relations humaines. Je trouve ça passionnant et je trouve ça vraiment surprenant. Donc, du coup, je vais te raconter des histoires. Allez. Donc, du coup, je pense que quand on est enfant, on traverse la vie et on se pose pas trop de questions. D'accord? Quand on est ado, on connaît rien de la vie. Donc, en fait, on va la goûter, on va l'expérimenter et on n'a pas cette sagesse et cette expérience. Et je pense qu'en fait, on a besoin de faire l'expérience à plusieurs reprises pour trouver son propre équilibre. Je pense que dans une première partie de la vie, on singe les gens qui nous entourent. On va être dans de la reproduction. Et on va se laisser guider un petit peu par les grands sages que sont nos parents, nos instits. Alors des fois, les grands sages ne sont pas sages. Mais On le ça fait aussi saura, partie de on le saura plus l'apprentissage. tard. Et en fait, je pense qu'on a besoin de vivre ces expériences pour pouvoir développer sa pensée critique et son libre arbitre. Mais quand on est tout jeune, en fait, ben, faut qu'on fasse son expérience. Tu sais, j'adore les artistes. Les artistes, ils te sortent un album. Entre chaque album, faut qu'ils vivent quelque chose, sinon ils n'ont plus rien à dire. Intéressant ta vision. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est ça. On a besoin de vivre des choses. Je t'ai dit, j'ai fait 5 burn-out. Le burn-out, il était très, très lié à ma fatigabilité, en fait. Sauf qu'en fait, c'était un épuisement cérébral et un épuisement, c'était de la fatigue intellectuelle et du coup de la fatigue physique, parce que comme j'écoutais pas la fatigue intellectuelle, j'allais au-delà de mes possibilités parce que je voulais faire comme tout le monde, au même rythme que les autres. Et je me suis, mon premier burn-out, c'était un accident de voiture où je me suis endormie en voiture. Euh, à la suite de ça, je me suis dit, ah ok, bah, je dois avoir une gestion du temps un peu pourrie, donc je vais aller faire des formations. Donc en fait, à chaque fois que je, je, je me suis retrouvée face à ce mur, j'ai essayé de trouver des solutions et chaque solution m'a permis d'évoluer jusqu'à un moment où en fait, je me suis dit, ben, cette structure aujourd'hui n'est pas compatible avec la façon dont tu fonctionnes. Hmm. Comment tu vas faire après? Oh là, mon Dieu, j'en sais rien.
Et après, je me suis dit que tout ce que j'avais vécu par le passé, c'était un cadeau qui m'avait permis d'apprendre mais tellement de choses sur le fonctionnement humain. J'ai j'ai- je- j'ai fait une formation basée sur les neurosciences, une formation de coaching sur les neurosciences. Après, je suis allée chercher la psychopédagogie positive. C'est aussi sur les neurosciences. Et en fait, j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait mon système nerveux pour me dire, ah ouais, je peux me passer de tous ces médicaments. Je peux faire moi-même mes hormones. Purée, mon cerveau est génial. Moi qui pensais que c'était et qu'il était complètement teubé, alors qu'en fait, depuis le début, il essaye En fait, il est génial, ce cerveau. C'est un vrai cadeau. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je crois que j'ai perdu la question entre-temps. Écoute, Mais en fait, les questions sont là juste pour la trame, pour pouvoir guider ouais, notre échange, mais c'est l'échange qui est le plus mais important. Est-ce que tu dis ouais, que... mais j'ai retrouvé la question. En fait, je pense que on est obligé de traverser quelque chose pour avoir envie Hmm, d'évoluer. hmm, On n'évolue pas sur enfin, tu n'apprends rien d'une situation confortable. Tu en profites. Et ça, on aime bien profiter. ouais. Mais c'est dans l'adversité que tu vas développer quelque chose de nouveau. Hmm. Les gens qui ont une vie très confortable, bon, ils vont avoir d'autres façons d'évoluer, mais je pense que je vais pas finir ma phrase parce que j'ai perdu l'idée. Et c'est pas grave. Et, Ça aussi, et tu sais, j'ai je, appris que c'était chouette, en fait, de pas aller. J'ai le droit. Quand carrément. l'idée s'est barrée, de dire je vais pas terminer ma phrase. Et ça me plaît beaucoup de le faire. Moi, c'est Ça quelque m'amuse chose qu'on beaucoup, me en fait. reproche beaucoup, de ne pas parfois terminer mes phrases. Et quand je reprends mes vidéos YouTube où je commence une phrase, je reprends les transcriptions parfois et je me rends compte que la phrase, elle fait 3 paragraphes parce qu'elle n'est pas finie. En fait, je suis passée à autre chose et c'est au secours. Mais c'est OK. Et moi, j'ai une question en revanche. Du coup, tu disais que quand c'est facile, on en profite. Qu'est-ce qui est facile aujourd'hui pour toi, Catherine? Surtout, alors surtout, en tout cas, si tu un rapport avec ta sensibilité, un rapport avec peut-être toutes ces expériences, qu'est-ce qui aujourd'hui vraiment, enfin, cadeau ou facile ou tu profites? C'est quoi? Mm. Et ben en fait, ce que j'aime apprécier, c'est en fait, j'aime de plus en plus. Alors, je l'étais déjà, mais du coup, j'en profite de plus en plus. J'aime être contemplative Waouh. parce que je m'aperçois que ça me fait du bien. C'est-à-dire que je suis pas dans le faire, mais je suis juste présente. Donc, être contemplative, c'est comment? C'est au cours d'un repas. J'ai trois grands-enfants. J'ai des enfants de 24 et 26. Et de temps en temps, tu as juste, on fait un repas et je me dis, waouh, purée, je suis trop fière d'eux. Et là, c'est juste un moment de plaisir intense. Et probablement que je vois le chemin parcouru, en fait. Et Hmm. juste contempler et me dire, waouh, c'était bon ça. Donc, ça va être des choses très, très simples. Ça va être, je vais me faire une balade en forêt, puis je dis, waouh, je suis en train de faire une balade en forêt. J'adore. Et en fait, tu t'es offert cette possibilité-là de, euh, de flâner parce que tu en as besoin et de le faire un jeudi matin et de prendre 3 heures pour aller se promener parce que j'ai besoin de ces 3 heures. J'adore. Et ça, en fait, c'est pour moi, euh, je mesure le luxe que je m'offre. Je mesure aussi la chance que j'ai d'être bien entourée. Hmm. J'ai un mari génial. euh, et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, avant que ça fonctionne, il faut un petit peu de temps.
enfin pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui foncent tout à fond parce qu'ils sont déjà dans un métier qu'ils connaissent, ils ont déjà le réseau, donc du coup, il y a des grands lancements qui se passent très très bien. Moi, je suis quand même passée de l'informatique dans la retraite complémentaire au coaching et j'ai inventé un truc que personne ne connaît. Donc, en fait, je me suis lancée dans l'océan bleu avec pas de réseau. Donc, pour que mon activité, que la notoriété se fasse, pour que tout ça fonctionne, ça demande du temps. Et j'avoue que j'ai la chance d'avoir à mes côtés quelqu'un qui me laisse ce temps Hmm. de création, qui me mette pas la pression et qui soit soutenant. Ouais, Ça, c'est une vraie chance et je mesure cette chance-là. Euh, et il le fait parce qu'il m'a vu tellement mal pendant 23 ans dans un boulot salarié qui était très intéressant, hein, mais qui était juste pas adapté à mes besoins. Il m'a vu tellement mal qu'aujourd'hui, en fait, bah, il me permet de développer mon activité à mon rythme parce qu'en fait, déjà, un, il croit en moi et ça, c'est trop cool. C'est sa façon de me montrer qu'il croit en moi. Et ça, c'est chouette. Et deux, en fait, ben, c'est quand même vachement plus confortable de vivre avec quelqu'un qui se sent bien et qui va bien que quelqu'un qui pleure en permanence et pour lequel on est impuissant dans la façon d'accompagner. Donc, euh, donc, je mesure, en fait, chaque jour, je mesure la chance que j'ai et chaque jour, en fait, je suis assez étonnée. J'avais noté une petite phrase que j'avais envie de partager avec toi, que j'adore, qui est tout à fait en lien avec ce que je te raconte. C'est une phrase de Louis Villa qui dit, dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et les détours surtout. Et en fait, tu vois, ce qu'on partage ensemble, c'est j'avais aucune idée de la destination. Il n'y avait qu'une certitude, c'est que j'étais en chemin. Hmm. Que sur le chemin, il y a eu un paquet de détours, mais que sur le chemin, en fait, j'ai rencontré les bonnes personnes et mon intuition fait que je me suis entourée des bonnes personnes euh, les années après les autres et que aujourd'hui, en fait, cette maturité se fait d'être dans la contemplation d'observer tout ce qui s'est passé dans ma vie avec beaucoup de gratitude. Je me dis, mais j'ai choisi le mec extraordinaire et qui a vécu des trucs pas rigolos avec moi. Un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu restes, quoi? C'est l'enfer de vivre avec moi. Il m'a dit, bah, parce qu'avec toi, de toute façon, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui va se passer, donc c'est presque une série Netflix. Ok, d'accord. On ne s'ennuie Et pas. puis, il dit, on s'ennuie jamais. Des fois, c'est un peu compliqué, mais en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et il m'a fait aussi le cadeau de me dire que le fait justement d'être atypique qu'on ne s'ennuie pas avec moi, et de voir en fait avec quelle résilience je parcourais mon chemin, bah, c'était très inspirant pour lui. Voilà, je vais pas pleurer, mais j'ai trop envie de pleurer tellement je suis contente. Et c'est ça en fait, ouais, j'aime contempler et me réjouir de ce que j'ai et de me dire, bah, si j'ai réussi à faire tout ça, purée, mais la suite va être géniale. J'adore ta vision de la suite. Écoute, et pour la suite de notre échange, j'ai envie de te titiller sur des trucs qui te rendent encore triste. Triste ou en colère? Est-ce qu'il y a des choses, là tu me parlais de hyper, la gratitude plus et cadeaux, etc. Et je sais que la plupart du temps, on est comme des vagues, on monte haut et puis on descend bas. Pour te descendre bas, quelles sont les choses qui te font descendre bas? Quelles sont les choses qui te, voilà, qui te, ouais, bousculent? Alors, tu vois, en fait, tout à l'heure, à l'instant, je te parlais de mon mari et ce qui a été le plus compliqué pendant la maladie, comme je suis entrepreneur, c'est qu'en fait, il fallait vraiment que je m'appuie sur lui Hmm. et je me sentais dépendante financièrement.
Et dans ma vie, j'ai été élevée par une maman qui m'a dit, ne sois jamais dépendante de personne. Et en fait, cette vulnérabilité euh, et, et cette dépendance, euh, ben, faut que j'apprenne à vivre avec. Hmm. Et ça te pousse à quoi? Alors, je suis jamais en colère, moi, tu sais, je sais pas pourquoi, mais Ah, ou intéressant. sinon, T'es c'est jamais en une colère. colère assez douce. C'est assez douce. Alors, je pense que c'est pas de la colère, mais c'est de la frustration, ce Ah, qui est un petit peu la même chose, en fait. Donc, je suis souvent frustrée. Mais du coup, dès qu'il y a de la frustration, je dis, ah, ok, ça dit quoi de toi? Et du coup, ce que cette frustration, le fait de se sentir dépendant pendant une période, et ça, la maladie, elle vient bien appuyer sur ça. Euh, Ça vient aussi te mettre face à quelque chose que j'aime pas, c'est ne pas avoir le contrôle, hmm. tu vois? Et du Carrément. coup, Moi, ça ça me parle m'apprend drôlement. vraiment à lâcher prise. C'est ce que j'apprends, c'est ce que c'est le sujet sur lequel j'accompagne les gens. Et en fait, la vie vient me dire, ouais, alors je vais un petit peu te challenger sur le lâcher prise, hein, Catherine, parce que tu as encore des trucs à apprendre. Et plus tu en apprends, plus tu peux transmettre. Donc, ce Ah, fameux lâcher prise, ouais. eh ben, je sais que j'ai encore du boulot dessus et je sais que c'est le petit grain de sable qui va venir lâcher prise par rapport à sa fatigue, lâcher prise par rapport à... Tu vois, c'est ça en fait. Et se dire, OK, et plus tu lâches, plus c'est fluide. Plus tu lâches, plus c'est fluide. Mais lâcher, euh, c'est compliqué. Tu vois, quand je te parlais de cette histoire de destination, on a besoin pour se projeter d'avoir une destination assez précise. Ça nous met dans un stress de dingo, en fait. Et en vrai, alors cette année, j'ai essayé de pas me projeter. Je relance mon activité depuis le début de l'année et j'ai essayé de pas me mettre d'objectif et me dire un pas à la fois, un pas à la fois. Donc je me suis mis des projets, euh, mais très peu. Je me suis dit, prends le temps de te reposer et un pas à la fois. Hmm. Et du coup, Ça me parle parce que je suis en période comme ça. Moi, personnellement, ouais, dans mon activité, je suis en période floue et où j'apprends aussi à beaucoup lâcher, laisser le lâcher le projet. or, je suis une bonne faiseuse. Hmm. Je sais faire. Ah Je ben moi, suis j'adore plutôt faire. performante dans faire. Et là, c'est de se dire, et qui est-ce que je suis quand je ne fais rien. Et en même temps, tu vois, je partageais vraiment hier hein, sur Insta, la vision que j'ai, c'est pour transformer, on a besoin d'incarner la transformation qu'on offre aux autres. Donc, en fait, Hmm. si j'accompagne aujourd'hui les femmes à se relier à leur corps, à sentir, pareil, les émotions, à se faire confiance et à ralentir, parce que passer à l'action, mais de façon très juste, moi, j'ai encore du chemin moi-même et je l'expérimente là à fond en ce moment dans ce même cheminement. Donc en fait, quelque part, c'est OK. Et moi, je l'accepte volontiers et j'en ris. Pareil, le laboratoire, ça me parle drôlement. Je considère qu'il faut qu'on expérimente pour quelque Hmm. part même comprendre et ne pas être théorique. euh, Et comprendre les résistances, c'est ça. La théorie, il n'y a pas les résistances dans la théorie. Quand c'est tu le ça. vis, tu sens bien les résistances et tu sens aussi euh, que c'est dur, que c'est laborieux. Et c'est là où je voulais te raconter une petite histoire. Récemment, j'utilise beaucoup de métaphores en fait dans mes accompagnements parce que les images, elles restent comme des ancrages très forts. À quelle Et en attitude? fait, je me suis fait il n'y a pas longtemps un espèce de kiff sur, je te dirais, ouais, je me suis fait un kiff sur la Chenille Academy. Bref, tu sais, le mec qui chante la cheucheu. Et en fait, le kiff, il est allé très très loin parce que je voulais prendre un cours de chenille. Je ne sais pas si tu connais, c'est un mec qui a lancé une espèce de chenille, tu sais, comme dans les farandoles.
Oui. Et il a créé tout un concept parce que lui, son objectif, ce qui le motive, c'est de créer une école de chenilles synchronisées. Donc là, alors écoute les mots. Donc, chenille dans ma tête. Et je me dis, tiens, pour aller au bout du kiff, j'ai envie d'aller prendre un cours dans cette école de chenilles. Et quand je cherche l'adresse, il fait des cours le mardi soir à Paris, une fois par semaine. Et l'adresse, c'est rue Papillon. Alors moi, chenille rue Papillon, je deviens complètement hystérique. Il ne me faut pas grand-chose, hein. Je t'explique le rapport avec ce qu'on dit. Du coup, je me dis, tiens, c'est rigolo. Comment, j'ai dû zapper les cours de maternelle, comment la chenille devient papillon, tu vois? Ouais, on se rappelle que j'ai un cerveau popcorn, donc ça passe d'une idée à une idée à une idée à une idée, mais il y a toujours un lien. Tu verras le lien à la fin. Donc, ok, je commence à regarder. Je cherche un reportage, je trouve un super reportage sur Brut qui dit que la chenille, en fait, véhicule l'ADN du papillon. Et qu'en fait, la chenille, son job, sa vie, c'est de grossir pour offrir un environnement adéquat pour que le papillon se développe. Et du coup, dans la vie de la chenille, c'est je mange, je grossis, mais comme je suis une chenille et que ma peau n'est pas extensible, je dois faire des mues pour grandir. Autrement dit, des contractions, des expansions, des contractions, des expansions, des contractions, des expansions. Donc toute la vie de la chenille, elle est de manger pour créer un environnement propice. Et sa vie, elle va être besogneuse. Elle est à terre et voilà, elle va être besogneuse et elle va manger et souffrir pour grandir. Manger et souffrir pour grandir. Manger et souffrir pour grandir. La fin de la vie de la chenille. Écoute ça, c'est horrible. À la fin, elle va avoir tellement mangé elle va exploser une méga grosse vergeture. Enfin, non, oui, c'est ça, ouais. Qui va faire le cocon. Et à l'intérieur, comme elle a explosé, ça va pourrir. Et c'est toute cette pourriture qui va donner le nutriment pour que le papillon se développe. Donc ça offre l'espace pour grandir. Et le papillon, qu'est-ce qu'il fait? Ben lui, il s'envole. Et quand les gens viennent chez moi, je raconte souvent ça en disant bah, toutes les contractions que tu as eues là avant, c'est pour que tu t'envoles demain. Et c'est ça l'histoire de la maturité. Et elle me dit ouais, mais moi, j'en suis à je sais pas combien de contractions, j'en peux plus. Quand Parce est-ce qu'on que je s'arrête. deviendrai papillon? Et je leur dis, écoute, tu es dans mon cabinet aujourd'hui, donc il est probable que tu sois Énième dans la contraction. chrysalide quand tu viens dans mon bureau. Tu es dans la chrysalide. Et bientôt, en fait, ce travail besogneux que tu as fait pendant des années t'amène à une réflexion, donc création du papillon qui va te permettre de t'envoler. Voilà ce que j'avais envie de te raconter. Bah, écoute, c'est une belle histoire, en tout cas, l'histoire de chenille besogneuse. C'est marrant. Et c'est ça, en fait. Et du coup, quand tu commences à voir la vie comme ça, en te disant, oui, je n'imaginais pas un jour que je serais papillon, Hmm. parce que je pensais que j'étais une chenille et que j'arrivais pas à avoir ce projet d'être un magnifique papillon. Mais j'ai avancé jour après jour Hmm. et j'ai traversé les choses. Et ce qui est génial, ce que je voulais, pour revenir à ce qu'on se disait sur le fait de faire des projets, c'est rassurant. C'est parce qu'on est dans ce besoin de contrôle. On est dans ce besoin de faire parce que c'est comme ça que marche notre société. Mais ce qui est génial, c'est que tu t'aperçois que quand tu as un projet, dès que tu l'as posé sur le papier, 2 jours après, tu prends une petite claque qui fait que de toute façon, il faut que tu régules et que tu régules et que tu régules parce que tu sais pas quand tu fais le projet toutes les personnes sur le chemin qui vont Carrément. faire que ton projet va pas se passer du tout comme tu veux. Et ce qui est super, c'est que quand tu n'as pas fait de projet dans une année et qu'à la fin, tu fais un petit bilan, tu t'aperçois que il s'est passé mais tellement de choses, même si tu avais des projets, hein, que tu n'avais pas envisagé en début d'année. Carrément. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça que j'essaye de mettre en avant dans mes accompagnements pour rassurer les gens sur
le fait que il va se passer des choses et sûrement des choses qui vont être porteuses. Alors que quand tu es à fond focus sur ton projet, des fois tu passes à côté de choses qui pourraient être encore mieux pour toi. Hmm. Mais bon, c'est pas facile, hein, c'est facile à dire. C'est pas Faut facile à accepter l'expérimenter en le plus fait. possible. Hmm. Ouais. Question sur les aides que alors, comment je le formulerai? Qu'est-ce que t'aides aujourd'hui à cheminer et à faire grandir cette maturité et à accepter? Est-ce qu'il y a des outils, des choses qui t'aident spécialement, des méthodes? Parle là de là voilà, j'ai envie aussi que tu parles de ton super outil Chez Standard. et peut-être de tout un tas d'autres choses, enfin, je ne sais pas. Euh, Ouais, ça marche. En fait, il est tout à fait là, le secret, euh, Leslie. Tu sais, le secret, c'est d'aller se faire aider. C'est de se faire aider. En fait, tu sais, l'expression qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, Carrément. c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Euh, Si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, euh, cette dyslexie m'a fait comprendre très vite que toute seule, j'y arriverais pas. Donc, depuis toute petite, je cherche, quand je n'ai pas la solution, quelqu'un qui est expert ou en fait qui m'inspire pour lui poser les questions de mais comment t'as fait? Hmm. Donc, en fait, depuis toute petite, j'ai ce réflexe de questionner et d'aller chercher de l'aide. Donc, au départ, j'ai été chercher de l'aide plutôt chez des médecins, euh, psychiatres, psychologues, etc. Et en fait, un jour, j'ai vu un spectacle. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus pour d'un coup de me dire, ah ouais, non, en fait, ah mais c'est des comportements normaux. Et du coup, je suis allée après explorer d'autres voies. Donc, le coaching a été quelque chose d'important pour moi, mais je me suis aperçue que comme j'étais quelqu'un de très dans le contrôle et très cérébral, je pouvais euh, boucler et me fatiguer. Du coup, je suis allée chercher d'autres pratiques pour trouver de l'apaisement. Pendant ma maladie, pendant ces deux cancers, j'ai découvert encore plus la réflexologie, qui est quelque chose de génial pour retrouver de l'énergie. Je me suis fait suivre depuis plusieurs années en kinésiologie. Alors ça, en général, à chaque fois que je commence à parler comme ça, les gens se disent, de quoi elle parle, la dame? Si, si, Euh, si, je pense que beaucoup de oui, bah, je personnes, pense en que tout les cas gens qui te zèbres, suivent, s'ils sont pas oui, encore oui, oui, au courant, sont versés. ils vont se pencher sur le sujet très sérieusement. En fait, ce sont tous des soins qui sont plus des soins euh, psychocorporels. Hmm. Et en fait, j'avais besoin de ne pas parler et de trouver du réconfort. Donc, euh, des soins énergétiques. Je suis là, ce qu'on disait avant le début de l'entretien, je suis hyper contente parce que pour une certaine problématique, là, je suis allée voir un magnétiseur euh, pour retrouver du confort dans mon corps suite à l'opération. Et en une séance, ça m'a fait un bien fou. Donc, je demande pas aux gens d'y croire. Je demande pas, j'essaie pas de convaincre les gens. En tout cas, pour moi, c'est du confort. Et tous ces soins-là, pour moi, sont des soins de support. J'ai besoin de support pour me sentir confortable dans la vie. Hmm. Et chacune de ces pratiques, il y a aussi la sophrologie qui est chouette. Je fais de la méditation. Non, je suis pas très forte. En fait, je fais de la méditation dynamique, c'est-à-dire que quand je suis en forêt et quand je suis en contemplation, quelque part, je suis en méditation. Euh, Quand je fais des puzzles, je médite. Et en fait, euh, trouver cet équilibre par le corps. En fait, quand tu te prends la tête, il faut se mettre en mouvement. Parce que quand tu es en mouvement, c'est le corps qui prend le relais et la tête lâche.
Alors au départ, quand j'étais en burn-out, il fallait que je marche 2 heures hein, pour que ça lâche. Si tu marches 10 minutes, ça marche pas vraiment. C'est comme s'il C'est fallait long, hein. vider la poubelle. En fait, tu marches au gasoil et puis en fait, tu remplis ta jauge d'essence depuis des années. Et en fait, à un moment, il faut vidanger pour remettre du gasoil parce que avec l'essence, tu es en train de faire péter ton moteur. Et marcher, c'est comme si c'était faire un vidange de cette essence qui n'est pas bonne pour toi, tu vois. Et c'est ce type de soins que je suis allée chercher et qui me font le plus de bien aujourd'hui. Et c'est comme ça, en fait, en découvrant le fonctionnement de mon système nerveux et surtout de mon pilote, les émotions, et que j'ai travaillé sur la maturité émotionnelle, que j'ai découvert cet outil qui est le neurofeedback dynamique, que mes clients appellent la sieste en or. Donc, j'avais à cœur de te le faire découvrir parce que je sais que ton cerveau va très vite et que ça pouvait lui faire que du bien. C'est comme ça que je Comment l'ai ça découvert, fonctionne? effectivement. Pas, je l'ai testé pour la première fois chez toi, oui, tout à fait. Ce que j'ai trouvé super intéressant dans cet outil-là, c'est qu'en fait, les neurologues qui l'ont développé, donc c'est un outil qui est développé par des neurologues canadiens et ces neurologues, ils sont à la fois neurologues, psychiatres, psychologues cliniciens plutôt, et ils ont une particularité, c'est qu'ils sont bouddhistes. Donc c'est des scientifiques qui sont aussi dans une certaine forme de spiritualité. Et dans le bouddhisme, en fait, on médite. Ces scientifiques savent que la méditation a une action sur le système nerveux qui est très bénéfique. Ces scientifiques sont aussi des psychologues cliniciens. Donc, ils vivent au jour le jour et ils accompagnent des clients, des patients, eux, c'est des patients, qui sont dans une agitation émotionnelle qui fait qu'ils ne sont pas toujours en capacité d'atteindre la méditation qui leur permettrait de se sentir mieux. Donc, ils se sont dit, fort de toutes ces informations, et étant donné qu'on connaît quand même pas mal de choses grâce à aux neurosciences sur le fonctionnement de notre cerveau, on pourrait peut-être inviter le système nerveux à méditer. Et là, en fait, le neurofeedback, c'est une méditation de ton inconscient. J'explique. On est stimulé par plein de choses. C'est ça qui nous fait réagir. Et là, ils se sont dit, si on stimulait le cerveau à un moment bien précis pour lui permettre de co-réguler. J'explique, parce que là, comme ça paraît nébuleux. Euh, Ils savent, parce qu'ils sont neuroscientifiques, et bref, vous avez compris, neurologues, que le cerveau marche à une certaine fréquence. Au-dessus de 14 Hertz, on est dans la réflexion. Entre 9 et 14 Hertz, on est dans la relaxation. Donc, en fait, le neurofeedback, je pose des capteurs sur la tête. Ces capteurs donc, captent juste l'information électrique. C'est un électroencéphalogramme qui va capter l'information électrique, qui va être analysée par un super ordinateur, qui va proposer un feedback sonore quand il y a une probabilité pour qu'on sorte de la fréquence de relaxation. Le feedback sonore, c'est juste, je te fais écouter 33 minutes de musique et de temps en temps, il y a des micro-coupures. Pour ton inconscient, pour ton conscient, la micro-coupure, c'est juste agaçant. Ah, purée, mais cette musique qui s'arrête, ça m'énerve. Ça, on s'en fout, en fait. Derrière, la micro-coupure, pour ton inconscient, elle va le ramener dans le présent pour voir si, il y a un risque et si tu dois faire quelque chose. Donc, en fait, ça le ramène dans le présent, ça le ramène dans le présent, ça le ramène dans le présent, ça le ramène dans le présent. Et ça s'appelle de la méditation pleine conscience. Donc là, en fait, pendant 33 minutes, pourquoi une sieste en or? C'est parce que pendant 33 minutes, tu es allongé dans une méridienne, tu as effectivement les capteurs qui vont capter l'information en temps réel et tu écoutes une petite musique bien rythmée, mais juste ce qu'il faut, qui te met dans une posture de relaxation et des petites coupures. Et c'est tout. Pendant ces 33 minutes, la consigne, c'est il n'y a rien à faire. Pendant ces 33 minutes, personne ne te parle, personne ne te guide. Et là, en fait, c'est juste une interaction avec ton inconscient pour l'amener à faire ce qu'il sait faire le mieux au monde, s'auto-réguler. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ces 33 minutes?
Bah là, j'ai envie que tu témoignes. Qu'est-ce que tu as ressenti à la fin de ces 33 minutes? Bon, moi, c'est beaucoup d'apaisement et de douceur bon, là, ça commence à être il y a longtemps déjà maintenant, mais oui, c'était peut-être le plus essentiel que j'ai ressenti. Ouais. Tu sais, j'utilise toujours des petits objets pour faire comprendre aux gens. J'utilise une boule de neige, tu sais, avec un paysage qu'on voit pas quand on la secoue. Hmm, Et avant le neurofeedback, c'est à plein d'interférences. Et après le neurofeedback, en fait, tu vois beaucoup plus clair et tu vois le paysage. Et ça apporte ça, le neurofeedback. Ça calme vraiment le mental hmm, et ce qui permet de se sentir beaucoup plus posé à la fin de la séance. c'est ça. Et Tout ce à qui est fait. génial, c'est que ça fait travailler la neuroplasticité et qu'en fait, chaque séance s'ancre Ça muscle. vraiment Ça muscle. et ça muscle. Et Ça c'est ça, muscle notre ouais, c'est capacité vraiment ça. finalement de réguler. C'est un Ouais, training. ouais, Quand complètement. j'ai découvert ça, c'est un outil qui est coûteux. Et du coup, je l'ai acheté au départ pour moi parce que je me suis dit, ça va m'aider Hmm, de fou à, euh, à être beaucoup plus concentré, beaucoup plus focus, carrément. beaucoup plus calme. Et du coup, je me suis dit, mais dans un coaching, mais quelle chance d'avoir cet outil, parce que un coaching, c'est du changement, donc c'est de l'agitation, donc c'est du stress. Et chaque fin de séance, mes clients ont le droit à une séance de sieste en or, ce qui leur permet d'ancrer les choses en douceur et d'évoluer dans leur changement avec beaucoup plus de douceur. Cet outil, il est génial pour tout le monde. Quand tu es dans un... Enfin, c'est un outil qui muscle ta résilience. Et j'adore, j'adore, j'adore. Je comprends que tu es complètement passionné entre autres par ça. Écoute, et on arrive à la fin de notre échange. J'ai une question, une dernière que j'ai Je envie de te t'écoute. poser. Et c'est une question que je pose à toutes les personnes qui viennent. Euh, Mm, Si tu avais une chance d'envoyer un message à toi, Catherine, du passé, et puis quoi, toi, Catherine, du futur, mm. que ce soit les deux messages ou un seul, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire? À la petite Catherine du passé, je lui dirais, purée, comment je suis fière de toi. Et tu peux pas imaginer ce qui va se passer, mais vaut mieux que tu le vives. Donc, donc, tu seras pas sereine et c'est ce qui va faire que tu vas avancer, et évoluer. Et la Catherine du futur, eh ben, j'ai envie de lui, j'ai pas envie qu'elle me raconte. J'ai envie de le découvrir parce que en fait, ouais, ouais, en fait, je lui dis, écoute, j'arrive. Et je serais contente qu'on partage ensemble ce que j'ai découvert sur le chemin. Ah, intéressant. J'adore. Mm. J'adore. Catherine, écoute, je te remercie énormément déjà de voir ce sourire tout le long là, d'avoir partagé plein d'historiettes, plein d'images, des pop-up, des expériences hyper riches. Donc moi, je suis ravie de partager ça du coup avec mes auditrices, mes auditeurs. Et puis gros bisous. Et moi, je mesure la chance, en fait, de t'avoir près de moi, de t'avoir dans la région orléanaise, parce que c'est chouette de se voir. Et moi, je trouve que ton parcours, il est très inspirant. Et c'est chouette d'avoir des gens, tu vois, autant c'est important de savoir se faire aider, autant c'est aussi important de s'entourer de gens qui nous inspirent. Hmm. Parce que ça nous fait vachement avancer. Et moi, en fait, j'ai aussi plein de questions à te poser, mais ça, on en profite quand on est toutes les deux, c'est très chouette.
Belle journée à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation et puis j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un moment délicieux. Ah, j'adore ce mot. Et ben, je dis à très très bientôt toutes les personnes qui nous écoutent. J'espère effectivement que cet épisode vous a plu. Si vous voulez rencontrer Catherine, ben, je mettrai dans les descriptifs de cet épisode des liens et tout ce qu'il faut pour pouvoir les rencontrer. Je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux épisodes avec beaucoup de soleil, j'espère, dans l'âme, dans le cœur et beaucoup de joie. Gros bisous et à bientôt. Ciao.